La sous-région ouest-africaine enregistre depuis le 6 juillet dernier une nouvelle organisation, la Confédération des États du Sahel, qui modifie en profondeur le paysage géopolitique en Afrique de l'Ouest. Suite à leur départ irréversible de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont décidé de s'aventurer avec cette confédération dans quelque chose d'assez très osé, alors que planent sur cette confédération d'innombrables incertitudes. La grosse interrogation qui se cache derrière la création de la Confédération de l'AES. Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga, tous les deux journalistes et analystes politiques, sont avec nous sur ce plateau pour décrypter cette actualité. Et nous aurons également la contribution d'Alafi Wakili, journaliste et patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Raymond. Jean-Richard Nguessan. Je vais très bien, merci de nous recevoir. Soro Djabiga, vos sentiments sur ce plateau? C'est un grand plaisir pour moi de prendre part à cette émission et je suis toujours disponible pour apporter mon avis. Merci beaucoup. Alors tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va donc aller pour le micro-trottoir. Que pensent les Ivoiriens de la création de la Confédération de l'AES? Moi, je vois que c'est trois présidents qui font coup d'État là. Ça cause des coups d'État, ils ont créé ça. Ceux qui sont normaux là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est des pays, hein. Voilà, il y a des intellectuels quand même. Donc, si ça ne les arrange pas, ils vont pas le faire. Moi, chez moi, non, c'est un faux problème. Parce que nos enfants d'aujourd'hui, là, avec avant, ce n'est pas la même. Hein. Alors là, Jean-Richard Nguessan, les avis sont très partagés, comme on vient de le voir dans cet élément. Certains comprennent justement la décision des trois régimes putschistes de faire chemin à part d'avec la CEDEAO. Vous, quelle est votre lecture personnellement sur l'avènement de cette confédération? Vous l'avez dit, les avis restent partagés sur la création de cette confédération, mais il fallait s'y attendre, eu égard aux différentes dispositions des différents chefs d'État. Ils sont arrivés, ils ont été longtemps acculés par la CEDEAO. La CEDEAO, avec les différentes sanctions, ont poussé, je pense, en premier, c'est vrai, ces différents chefs d'État à se replier sur eux-mêmes. Ensuite, pour faire diversion, ces différents chefs d'État ont décidé de se mettre ensemble. C'est vrai que c'est des pouvoirs illégitimes qui sont arrivés là par des putschs, et le premier prétexte qu'ils ont très souvent avancé, c'est l'insécurité dans les différents pays. L'insécurité, la corruption, la stagnation économique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est donné de voir? Je ne pense pas que lorsque le Assimi Goïta venait au pouvoir, il avait un projet de mettre sur pied une confédération avec le Mali et le Burkina Faso. Mais je pense qu'avec les réalités du terrain, avec tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés, ils ont décidé de s'associer pour contrer, je pense, la CEDEAO qui, à vrai dit, était en train de mettre une certaine pression sur ces trois dirigeants. Alors qu'il y avait déjà, il faut le rappeler, la charte du G5 Sahel qui était censée justement mobiliser ou fédérer les efforts pour contrer le phénomène djihadiste qui prenait de l'ampleur dans la sous-région. Effectivement, il faut dire que le prétexte premier de ces trois chefs d'État était de garantir la sécurité de leurs concitoyens. Et quelques mois, quelques années après, qu'est-ce qu'on observe? Que l'insécurité reste grandissante, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou encore au Niger. Et je pense que cette confédération, l'AES, pour ma part, c'est fait diversion. C'est fait diversion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de ces chefs d'État? C'est vrai, apporter la sécurité, faire des élections et quitter le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils nous servent quelques mois plus tard? C'est tout à fait le contraire de ce qu'ils ont promis à leur population. Alors qu'arrive à terme, justement, par exemple, au Mali, en février dernier, expirait la période de transition convenue avec la CEDEAO. Une semaine auparavant, enfin une semaine avant la date d'expiration, on annonce le retrait du Mali de l'organisation. Effectivement. C'est pourquoi je parle de diversion. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré ou encore Tchani, ils ont des difficultés à rétablir la sécurité. Ils ont des difficultés, cela est indéniable. Et on le voit avec les attaques à répétition des djihadistes. C'est vrai qu'on ne va pas dénier à ces trois pouvoirs des victoires. Mais n'empêche que la sécurité reste grandissante. Des victoires qui se font assez minces quand même. Hein. Si on s'en tient au résultat sur le terrain, les avancées ne semblent pas plaider en faveur de ces différents régimes. C'est ce qu'on observe, et pour servir au peuple, c'est, quand on le veut ou pas, il y a un peu de populisme dans cette création de l'AES, je pense.
Très bien. Alors, Soro Djabiga, je suppose que vous avez envie de réagir sur la question. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que depuis janvier 2024, donc depuis la création de l'AES, proprement dite, la CEDEAO fait des efforts quand même pour ramener les 3 pays au sein de l'institution. On a levé les sanctions, on a fait ce qu'il y avait à faire pour rassurer, et malgré tout, on acte de la rupture définitive et on crée cette confédération qui, selon ses initiateurs, vient sceller de façon définitive la rupture. Il faut dire que la CEDEAO s'est un peu discréditée vis-à-vis de ces 3 nations-là, parce que à un moment de son action, l'opinion ou certains observateurs ont pu constater que la CEDEAO a des actions à géométrie variable. On constatait par exemple dans certains États des chefs d'État qui modifiaient la Constitution pour pouvoir se repositionner sans que la CEDEAO ne réagisse. On a constaté à certains endroits des situations où il y a eu des putschs sans que la CEDEAO n'amplifie les pressions, comme ça a été le cas par exemple au Mali ou au Burkina. Et c'est toutes ces situations-là qui ont poussé ces pays-là. Des coups d'État militaires, vous voulez dire? Des coups d'État militaires, effectivement. C'est toutes ces situations qui ont poussé ces pays à se renfermer sur... Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du G5. Le G5 a été créé en 2014 en Mauritanie avec pour objectif le même objectif avec la création de l'AES, de sécuriser les territoires et assurer le commerce extérieur entre ces différentes nations-là, qui malheureusement n'ont pas d'ouverture sur l'océan à part la Mauritanie. Et malheureusement, après le coup d'État en 2021 qui a favorisé l'ascension de Assimi Goïta à la tête du Mali, ils ont constaté que, d'après ses explications, il a relevé le fait que la présence du G5 Sahel était tournante et on peinait à lui accorder cette présidence-là. D'un autre côté, selon ses explications, toujours, je cite ce qu'il a dit, la France manœuvrait au sein de l'organisation pour pouvoir leur mettre les bâtons dans les roues. Voilà ce qui a favorisé le retrait du Mali du G5 Sahel. Et après le coup d'État du Mali, il y a eu aussi un autre coup d'État en Guinée en 2021. Et en 2022, en septembre 2021, merci. Plus précisément. Et à la suite, en 2022, il y a eu le coup d'État qui a permis à Ibrahim Traoré d'accéder au pouvoir au Burkina Faso. Après le coup d'État, je me souviens que Joachim Kimiela, le premier ministre burkinabé, Apollinaire, avait lancé un appel à l'État malien et l'État guinéen à l'effet de créer une fédération. Et il a reçu un refus de ces 2 nations-là qui se sont opposées, mais qui avaient plutôt proposé la mise en place d'un front populaire. Et quelques mois après, le Mali et l'État malien et l'État burkinabé se sont remis ensemble pour organiser un conseil des ministres commun. À la suite de cela, l'année qui a suivi, nous avons tous assisté au coup d'État qui a évincé Bazoum du pouvoir. Et le général Tchani a pris le pouvoir. Et ce coup d'État-là a suscité des vives réactions au sein de la communauté ouest-africaine et également à l'extérieur, au niveau de la communauté internationale. La CEDEAO entrevoyait de lancer une offensive pour pouvoir dégager, entre griffes, le putschiste Tchani et réinstaller le président élu Bazoum. Et cette situation-là a poussé ces différentes nations à se mettre ensemble et créer l'AES. À la création de l'AES, ils ont émis plusieurs axes, notamment la charte numéro 6, qui dit que toute attaque ciblée contre un pays signataire de l'organisation implique automatiquement que tous les autres pays, c'est-à-dire les 2 autres pays de l'organisation, se sentent attaqués et engagent obligatoirement une réponse de l'OTAN. Merci. Et c'est cette situation-là qui a cristallisé la position de ces 3 pays. Alors, très bien. Alors, quand on regarde cela et que malgré cela, la CEDEAO fait des ouvertures pour dire venez. Voilà, je reviens sur les ouvertures. Justement, est-ce qu'il ne fallait pas quelque part ramollir les positions pour aller à la négociation? Non, ce sont des pays qui sont en situation de guerre, contrairement à la Côte d'Ivoire, contrairement au Nigeria ou au Ghana. Elles doivent rester fermes et vigilantes sur leurs positions. La CEDEAO a posé des actions qui ont compliqué la vie aux différentes populations de ces 3 États-là. Quand on sait qu'on n'a pas d'ouverture sur l'océan et qu'on leur met des sanctions, on leur met des embargos, elles n'ont pas accès à tous les produits vitaux, elles n'ont pas accès à l'énergie, elles n'ont pas accès à certains moyens. Au niveau de l'UEMOA, on leur met des sanctions encore. Comment elles font pour vivre? Et quelques années après, on vient tout gentiment. Très bien. Oui, mais il faut relever le fait que, mais si, parmi ces sanctions-là, il y en a qui sortaient du cadre, de la CEDEAO. La CEDEAO, par exemple, n'avait pas le droit de leur mettre des sanctions humanitaires. Ces pays-là n'avaient plus d'ouverture, n'avaient plus accès aux produits qui venaient des autres pays qui avaient d'ouverture sur l'océan. La CEDEAO sortit de son cadre. Et ces sanctions-là, nous avons tous assisté à cela. Ces sanctions venaient de l'Occident.
Et c'est ce que ces pays-là déplorent. Tout ça reste à démontrer. Elles ne veulent pas, ces pays-là ne veulent pas aujourd'hui d'une organisation qui est manœuvrée, qui est manipulée depuis l'extérieur. C'était le cas du G5 Sahel. Pourquoi le G5 est mort en griffe? Parce qu'à un moment donné, le G5 était tributaire du financement extérieur. Le G5 attendait un financement de l'extérieur. Alors que la charte 10 de l'AES dit que l'AES est exclusivement et principalement financée par les pays membres. Ah mais les résultats se voient sur le terrain et je pense que c'est suffisamment édifiant. On va justement écouter à ce propos le confrère Alafé Wakili qui a opiné sur le sujet. Voilà ce qu'il en dit. Il faut dire que la situation dans ces pays n'est plus étonnante parce qu'on sait pourquoi ils font cela. Mais en même temps, il faut noter que, comme j'ai eu à le dire sur un plateau, les pouvoirs qui sont là ne sont pas des pouvoirs éternels. Au Burkina, ils ont dit 5 ans, ça peut être 10 ans. Au Mali, ça peut être 10 ans, bon, ça passera. La CEDEAO, ça fait 50 ans. Et les régimes qui sont là actuellement dans chacun des pays auront l'occasion de partir et les peuples auront à nouveau la possibilité de se retrouver. Tout à l'heure, il a été dit que la Guinée qui a connu un coup d'État est dans un état d'esprit différent. C'est vrai que la Guinée n'est pas dans le CFA comme les 3 autres pays, mais il se trouve que la Guinée reste dans la CEDEAO et n'a pas sorti du CFA. Mais ces pays-là, qui en veulent à la CEDEAO, sont en même temps des pays CFA et ils sont pour l'instant dans la CEDEAO ou l'UEMOA. Ils n'ont pas encore quitté cette zone-là. Peut-être qu'ils vont la quitter. Mais voyez-vous, la tendance dans le monde est au regroupement, à la création de grands ensembles. La CEDEAO a le mérite d'exister, tout comme l'UEMOA a le mérite d'exister. Ils n'en sont pas encore sortis. Mais eux, ils sortent pour créer un autre regroupement. Il est évident qu'à 3, ce n'est pas totalement fiable. Ils sont obligés d'aller à 4, à 5, à 10 et 15 et pourquoi pas à 60 au niveau de toute l'Afrique. Donc, il faut observer ce qu'ils font. On va observer et on va voir ce que cela va donner en notant que, par exemple, le Sénégal, qui se veut un peu souverainiste comme eux, n'a pas la même posture de retrait. Et ce qui irrite beaucoup de personnes. Le Sénégal estime que oui, il y a des choses à améliorer. Le Sénégal estime que oui, il y a des choses à changer. Mais le Sénégal n'est pas entré dans la même posture de rupture et de séparation. Et au contraire, il a accepté même de faire la médiation pour rassembler les uns et les autres. Ça devrait interpeller sur la responsabilité face à l'histoire. Aujourd'hui, oui, il y a la rupture, mais demain, il y aura d'autres dirigeants qui vont se reparler, qui vont dire, bon, écoutez, ce n'était pas nécessaire cette crise, continuons ce que nos dévanciers et les pères fondateurs de la CEDEAO avaient commencé. Donc, c'est un optimisme que j'essaie d'entretenir face à ces situations en me disant que le temps permettra de colmater les brèches. Alors, parlons justement de la légitimité de ces différents dirigeants qui se permettent, il faut le dire, peut-être sans passer par la voie référendaire, de prendre de telles décisions aussi fortes et aussi radicales, quand on sait qu'en Côte d'Ivoire vivent plus de 4 millions de Burkinabés, au moins 3 millions de Maliens, également des millions de ressortissants nigériens. Est-ce que, Jean-Richard Nguessan, ils sont légitimes à engager leur pays dans de telles aventures? Moi, je dirais non. Je dirais non. C'est vrai que le frère Soro a parlé de ces différents États comme étant en guerre, en situation de guerre. Et moi, je retire une chose tout simplement. L'objectif principal de ces différents putschistes a été révélé lorsqu'ils venaient au pouvoir. Mais quelques années plus tard, quelques mois plus tard, ils essaient de remettre en cause tout ce que la CEDEAO a fait. Ils remettent en cause même les accords de défense avec la France. Certes, la France a un passif avec ces différents États, j'en conviens. Mais n'empêche que la France a contribué à un certain moment à l'assistance de ces différentes nations. Un passif en quel terme? Avec les putschistes, mais pas avec, les régimes démocratiques. Il n'y avait pas de problème particulier auparavant. Vous savez que depuis quelques années, il y a des panafricanistes qui accusent la France de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans nos États? Il y a la corruption, l'économie est en berne. Et très souvent, le discours de ces populistes, c'est porter le chapeau à la France.
la France est à la base de tout ce qui arrive dans nos États pour certaines personnes. Et que quand tu écoutes ces différents chefs d'État par moment, c'est la France qui est à la base de l'arrivée des djihadistes, c'est la France qui est à la base de la corruption dans ces différents États, c'est la France qui ne permet pas au Burkina d'avoir un développement assez conséquent. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Et c'est ce que ces différents chefs d'État ont réussi à faire. En tenant un discours à leur population, un discours qui passe auprès de la jeunesse, qui passe auprès d'une jeunesse africaine, et ils contribuent à s'enraciner au pouvoir. Et je pense, c'est pourquoi je disais tantôt que l'AES est aujourd'hui, pour ma part, une diversion. Les vrais problèmes du Burkina Faso sont connus. Les vrais problèmes du Mali sont connus. Les vrais problèmes du Niger sont connus. Quels sont ces problèmes-là? Ce sont des problèmes de sécurité. C'est vrai que l'objectif principal évoqué par l'AES, c'est de mutualiser les forces pour bouter hors de leurs différentes frontières les djihadistes. C'est de s'apporter assistance. C'est se défendre collectivement. Mais se défendre contre qui? Alors, par moment, lorsqu'on les écoute, c'est pour se défendre contre les États-Unis ou les Français. Vous estimez justement qu'ils ne sont pas légitimes, certes, mais au-delà, il faut aussi voir en termes de résultats, de retombées de ces différentes initiatives-là. L'AES qui se met ensemble, qui conjugue ses efforts, et on a des putschistes qui viennent au pouvoir, qui ne sont pas élus, il faut le préciser, et qui prennent des décisions aussi fortes qui engagent l'avenir de leurs différentes nations et de millions de leurs compatriotes qui sont désormais privés des avantages intra-régionaux. Mais de surcroît, en termes de résultats sur le terrain, la zone des 3 frontières demeure toujours une zone assez sensible et où chaque jour meurent des dizaines de soldats nigériens, maliens, burkinabés. Les attaques se multiplient à leurs frontières et même avancent même dans des zones, vers des zones qui jusqu'à présent étaient épargnées comme au Burkina Faso à Pistila, encore tout récemment. Soro Djabiga, comment expliquer justement le fait que malgré la volonté de mutualiser les efforts, on n'arrive pas à ne serait-ce qu'améliorer tant soit peu la situation sécuritaire? Ils enregistrent de bons résultats sur le terrain. Au niveau du Mali, au Burkina, au Niger, aujourd'hui, les différentes armées mènent des offensives qui sortent des résultats quand même assez acceptables et qui rassurent. On a vécu des périodes au Mali, au Burkina, où les soldats étaient démotivés. Les soldats étaient tout le temps attaqués, il y avait des morts en cascade. Aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes en situation de guerre. On va pas éluder le fait qu'on enregistre quand même des pertes en vies humaines. C'est récurrent. Oui, c'est récurrent, mais c'est quand même... et c'est quotidien. C'est récurrent, certes, mais il faut accepter le fait que ces situations-là aujourd'hui sont amoindries par rapport aux autres régimes qui sont passés. Oui, sous Ibrahim Traoré, aujourd'hui, l'armée monte en puissance. C'est une expression qui a été attribuée au populisme, mais il faut reconnaître que l'armée burkinabé aujourd'hui monte en puissance. La guerre se mène aujourd'hui avec des nouvelles technologies, avec des drones, avec des armements qui n'avaient pas. Il fut un temps où l'armée burkinabé louait des armes pour mener des offensives. Il fut un temps où l'armée burkinabé commandait des armes qui arrivaient peut-être 2 ou 3 mois après. Mais aujourd'hui, dès qu'ils commandent des armes, peut-être une semaine après ou des jours qui suivent, ils sont équipés, mais comment ils sont ravitaillés. Justement que les populations, on a vu récemment une vidéo authentifiée d'ailleurs de ressortissants. Authentifiée par qui? J'en viens, permettez-moi de finir, de ressortissants de Pistila qui fuyaient au centre nord du Burkina Faso, qui fuyaient et ils parlaient justement en moré, ils s'exprimaient en moré et traduction faite auprès de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire, oui, effectivement, les gens disaient qu'ils sont victimes, qu'ils sont harcelés par des... J'en viens. Je viens par des djihadistes. Non, je viens. Et il n'y a pas de réaction de l'armée. Ces pays-là sont en situation de guerre. Vous avez déjà vu un pays qui est en guerre, qui a engagé une guerre, où il n'y a pas de déplacés de guerre? Là, vous parlez d'amélioration. C'est justement pour cela que je fais comprendre que dans la cartographie militaire, ça semble être en dichotomie avec ce que vous avancez. Même en Côte d'Ivoire, où une attaque, aucune situation ne présageait une attaque terroriste. On a vécu cela au niveau des Bassam ici. La guerre antiterroriste est une guerre asymétrique. Aujourd'hui, malgré cela, les différents régimes putschistes, comme on les appelle, qui sont en place aujourd'hui, on peut mettre des systèmes en place pour pouvoir réduire considérablement les attaques contre les positions des soldats et même contre les villages. Aujourd'hui, beaucoup de villages sont en train de récupérer. Quand vous parlez de cartographie de ces différents États-là et des territoires qui sont occupés par les terroristes, n'oubliez pas que ces territoires ont été occupés avant leur avènement à la tête de ces pays-là. Et progressivement, on continue d'installer ces habitants-là dans ces différents villages-là. Il faut saluer ces efforts qui sont consentis.
Je vous ai dit la dernière fois, en situation de guerre, c'est très compliqué. D'autant qu'en termes d'échanges commerciaux, ces pays-là ne sont pas assez pourvus. Et une seule balle de décès à tirer équivaut à 3 kg de riz achetés. À quel moment mobiliser ces ressources-là pour pouvoir développer le pays, et à quel moment continuer de mener la guerre? La guerre coûte excessivement cher. Très belle question quand on sort de la CEDEAO. Alors justement, il y a un aspect qu'il faut prendre en compte, le fait que on soupçonne quand même derrière la création de la Confédération des mains basses extérieures. Comme qui allez droit au but. Permettez justement qu'on avance. La Russie avec Maria Zakharova, je vais rebondir. Permettez qu'on finisse sur le sujet. Elle s'est empressée, une semaine après quand même, il faut dire, et c'est quand même le seul pays, peut-être avec l'Iran, les seuls États hors AES qui ont salué la naissance de la Confédération. Écoutons d'abord ce qu'ont dit le confrère Alafé Wakili et on revient juste après pour en parler. Oui, un bon débat. Merci aux interventions des uns et des autres, assez intéressant. Mais c'est vrai que la CEDEAO n'est pas parfaite. C'est vrai qu'il y a des observations à faire. C'est vrai que le président du Sénégal, Bassirou, a dit que oui, on aurait pu éviter certaines choses sous cela. Mais il ne faut pas oublier que le désaccord n'est pas sur la liste, la lutte contre le terrorisme. Le désaccord porte sur la question de la légitimité de ceux qui sont au pouvoir à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey et puis un peu à Conakry, même si les tensions à Conakry ont baissé. C'est sur ça que se pose le problème, que porte le désaccord. C'est parce que la CEDEAO n'a pas embrassé les régimes qui sont là-bas. C'est parce que la CEDEAO n'a pas dit, bon, bravo, bravo, vous avez fait votre coup d'État, c'est pas grave. On continue avec vous, business as usual, on prend acte, on fait comme il n'y a rien, oh, bravo, bravo. C'est ce qu'ils voulaient. La CEDEAO a dit non, la Russie applaudit, bon, la Chine s'en fout, et ils veulent que la CEDEAO dise bravo, on s'en fout, c'est la volonté du peuple. La CEDEAO n'est pas dans ça. Voilà, ça là, c'est un désaccord qui est radical, que tout le monde assume. La CEDEAO n'est pas dans ça. À partir de là, ils inventent toutes sortes de choses. Voilà le fond du problème. Et ce désaccord a amené la CEDEAO à prendre des décisions souvent déplorables, qu'on peut déplorer, mais voilà le désaccord fondamental. Si on n'a pas admis ce désaccord fondamental, on ne comprendra pas les autres choses. Et les autres estiment que, bon, il fallait accepter. Voilà la base du problème. Mais chacun peut donner son point de vue. Nous respectons ce que les uns et les autres ont dit. Et bravo aux différents intervenants et aux différentes interactions. Et puis, voilà, on est ensemble. Merci. Alors justement, la Russie qui salue très vite la naissance de la Confédération. Quand on sait que quand Assimi Goïta vient au pouvoir, la première puissance à laquelle il s'allie, sinon la puissance à laquelle il s'allie, c'est la Russie. Pareil pour Ibrahim Traoré au Burkina Faso, qui bascule également du côté de Moscou. Idem pour le Niger avec le général Tchani. Est-ce que l'on peut subodorer une connivence, sinon une main basse de la Russie dans la création de la Confédération des États du Sahel? Bien évidemment, moi je prends qu'un bout de la déclaration de Maria Zakharova. Elle dit, nous sommes convaincus que la création d'une confédération aura un impact positif sur la formation d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. La preuve des ambitions géopolitiques de la Russie. Cela démontre que la Russie soutient l'AES. Et la Russie ne s'en cache pas. La Russie soutient militairement le Mali, soutient militairement le Burkina Faso, soutient militairement le Niger. Et aujourd'hui, avec la création de l'AES, on peut estimer que peut-être que la Russie même est derrière cette création pour conjuguer, pour aider ces différents États à bouter hors de leurs frontières les djihadistes. Est-ce que vous soupçonnez que la Russie peut-être cherche à travers l'AES à se créer un ancrage géostratégique? Oui, forcément, la Russie, en Afrique, quoi qu'on dise, est une puissance et plus particulièrement militaire. en Afrique de l'Ouest. La Russie est une puissance militaire, puis le secteur de l'armement est un secteur florissant. La Russie est une grande puissance militaire, elle a besoin de couler ses armes. Wagner est là et le Burkina est un potentiel partenaire, le Burkina également, le Niger également. Donc, Moscou surfe également sur ça. Vous savez que depuis la crise avec l'Ukraine, Moscou se sent isolé. Et elle a besoin d'affirmer aussi sa puissance. Et en affirmant sa puissance, être en Afrique, c'est du pain béni pour Moscou. Quand on sait que ces différents États également
sont de potentiels partenaires. Ils disposent d'énormes ressources minières, même énergétiques également. Effectivement, donc ça peut être un thème d'échange, mais une chose est sûre, c'est vrai que l'article dit, Soro en parlait à l'instant, dit que ces différents pays doivent eux-mêmes financer leurs activités, mais une chose est sûre, forcément, Moscou sera derrière pour apporter son assistance, et seulement une assistance financière, une assistance militaire, et puis technologique. Une assistance technologique. Soro Djabiga, est-ce que vous pensez, enfin vous partagez avec Jean-Richard, le fait que, enfin ce que ça serait comme étonnant de votre part, mais le fait que la Russie pourrait soutenir cette initiative-là, peut-être pour se créer un ancrage géopolitique en Afrique de l'Ouest? D'abord, vous avez parlé d'une main obscure, d'une puissance. Je ne soutiens pas ce mot-là, je le rejette même à la limite. D'accord. C'est légitime. D'abord parce que tout récemment, nous avons tous assisté à l'implantation de l'armée américaine à Haut-Guinée. La France est en Côte d'Ivoire depuis avant 1960. La France était dans ces pays-là depuis avant les indépendances. Mais pourquoi aujourd'hui, parce que la Russie veut tenter une incursion sur ces territoires-là, on en fait tout un plat. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quand même. Oui, mais il ne faut pas qu'on fasse une fixation là-dessus. C'est légitime, ce sont des États souverains qui décident de diversifier leur partenariat. Si à un moment donné, ils estiment que la collaboration avec la France n'a pas marché, ils sont libres de choisir un autre partenaire. La question qui se pose ici, c'est relatif justement à la naissance de la Confédération en elle-même. Je pense que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire a une multiplicité en quoi est-ce que la Confédération pose problème? Non, ici, là, on parle des potentiels instigateurs de la Confédération. On ne parle pas de la diversification des partenariats. Il ne faut pas qu'on se mélange. La Côte d'Ivoire a une multiplicité de partenaires, même des entreprises russes investissent en Côte d'Ivoire, tout comme le Mali, tout comme le Burkina. Enfin, aucun pays n'est la chasse gardée d'une puissance quelconque. Là, on parle de la Confédération. Le fait qu'elle naisse dans ces conditions de rupture avec la CEDEAO sans vouloir aller à la négociation, est-ce que quelque part derrière, il n'y a pas une activation de la Russie? Cette confédération en est dans un contexte de rupture avec la CEDEAO. Mais il ne faut pas occulter le fait qu'elle naît dans un contexte de guerre où ces pays-là sont de façon récurrente attaqués par des forces djihadistes. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont peut-être un peu gênés par la CEDEAO qui les dérange quelque peu, mais le véritable défi, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme. Après 3 ans de présence ou de collaboration étroite avec la Russie, à commencer par le Mali, quel est le bilan concret que la collaboration avec la Russie a apporté à l'atmosphère? Après 60 ans de collaboration avec la France, et tout récemment, après 10 ans de collaboration spécifique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est-ce que vous pouvez me donner un bilan précis de l'action de la France dans la sous-région, mais précisément dans ces États-là? On sait que si la France avait su, depuis 2003, cette portion de terre-là, cette portion du Mali-là, avait commencé à essuyer l'activité des djihadistes et des mercenaires depuis 2003. Depuis 2003, j'ai fait mes recherches. En ce moment, on ne parlait pas encore de la venue de l'État russe dans ce territoire-là. Et en 2013, ça commençait à devenir très sérieuse et très, très importante. Et les inquiétudes montaient, il y avait de l'escalade au niveau de la violence. C'est là qu'ils ont décidé de faire intervenir l'armée française. Et depuis 2013, jusqu'à ce qu'on demande maintenant à l'armée française de partir, quel est le bilan? Est-ce que le bilan est positif? C'est légitime à un moment donné de se demander, mais qu'est-ce qu'on a pu apporter? Est-ce qu'on a pu sécuriser nos territoires? C'est ça qui a poussé ces différents États-là d'abord à se fédérer autour d'une association qu'ils ont appelée l'AES. Maintenant, la Confédération n'est qu'une structure spécialisée qui va permettre de booster leurs actions et leurs combats. Elles sont en guerre. La CEDEAO, c'est un détail pour eux aujourd'hui. Le véritable défi, c'est la guerre contre les terroristes. Très bien, on va conclure justement avec... Allez-y rapidement, 30 secondes. Ce qui me gêne avec la présence de la Russie en Afrique, c'est vrai qu'il appartient à nos États de diversifier, de multiplier leurs différents partenaires. C'est le cas de tous nos États d'ailleurs. C'est le cas de tous nos États. Mais pourquoi on veut en faire des chasses gardées? Permettez-nous de conclure. Ce qui est dommage avec la Russie, c'est que la Russie, quoi qu'on dise, fragilise la démocratie en Afrique. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça? Lorsque la Russie vient et soutient des régimes putschistes, elle soutient quoi qu'on dise. Au Tchad, tout récemment, et au Gabon, est-ce que Macron n'a pas reçu les présidents putschistes du Tchad et du Gabon? Est-ce qu'il ne les a pas reçus à l'Élysée? Moscou soutient le Mali, qui est un régime putschiste. Alors, mais pourquoi on veut forcément fustiger la Russie, alors que la France, qui est la puissance coloniale, en fait pareil? Donc, selon la France, il y a des bons putschistes et les mauvais putschistes. Même si au Tchad, il vient d'avoir des élections au Tchad, tout récemment, même si il y a eu l'élection de Mahamat Déby Itno,
Mais en effet, la il y a... présence- Est-ce qu'un des président équilibres, illégitime? effectivement. Et puis la présence Jusqu'aujourd'hui, Il on n'a est pas devenu légal. Ah, il est devenu Depuis légal. tout Et récemment, quand puisqu'il a- il n'était pas légal, est-ce qu'il ne composait pas avec la France? Je dis qu'il est Est-ce que devenu Oligui légal n'est pas tout reçu par la récemment. France? Mais pourquoi on ne reçoit On a pas? fait la demande. Ah, qui a fait la demande? Le président Gabon en a fait la demande récemment. Regardez-moi Lors du ce sommet maquillage là. France-Gabon. Non mais allez-y, allez-y. Non mais je pense que c'est clair quand même parce que il y a eu quand même cette volonté du Gabon de se rapprocher de ses partenaires internationaux. La présence militaire russe en Afrique, pour ma part, n'est pas une mauvaise chose. Si elle peut contribuer à bouter des différentes frontières, le djihadisme a ralenti l'avancée de ces djihadistes, c'est une excellente chose. Après, derrière, il faut que la Russie apprenne aussi à soutenir la démocratie. Et la Russie, très souvent, n'est pas dans des partenariats économiques. Le partenariat est plus militaire. C'est contextuel. Le partenariat est plus La Russie ne militaire. peut pas On ne va- proposer un partenariat militaire à la Côte d'Ivoire alors qu'actuellement nos défis sont des défis économiques et commerciaux. Vous voyez qu'actuellement on n'est pas en situation de guerre. Contrairement à ces pays de l'AES là qui traversent des périodes difficiles, on fait une fixation sur la Russie. Allons un peu en Palestine. Qu'est-ce que l'armée israélienne est en train de faire en Palestine aujourd'hui? Et quelle est l'action, quelles sont les actions que la C'est un France tout autre et les débat États-Unis sont en train parce de poser? que Ah, c'est un autre débat. c'est le contexte on parle de la absolument Russie. différent pour avec le Proche-Orient. Écoutons d'abord ce qu'ont dit le confrère Alafé Wakili et on revient juste après. Voilà ce qu'ils ont dit. Oui, écoutez, de toutes les façons, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a eu la guerre Est-Ouest à l'époque. Il y a eu la Russie. De toutes les façons, ce n'est pas nouveau. Il y a eu la Russie, il y a eu la guerre des blocs, la guerre Est-Ouest par le passé. Des pays comme la Guinée ont eu des soutiens avec l'Union soviétique, avec Cuba. Il y a eu l'Angola. Et la Russie, certes, n'a pas colonisé, mais à l'époque, du fait de la guerre froide, elle a été présente en Afrique et après il y a eu un bloc occidental et aussi il y a eu un bloc de non-alignés. En fait, tout ça n'est pas nouveau. Et la Russie était là et puis bon, après les partis, tout le monde après s'est plus ou moins aligné derrière l'Occident qu'on connaît, l'Occident global, l'Occident ancien. Après la Chine est venue, la Chine a essayé d'avoir quelques relations. Il y a eu Taïwan aussi qui était reconnu à l'époque à l'ONU. Et Taïwan a disparu. Je crois qu'il y a un seul pays africain, ou même deux, ou encore même aucun, ayant des relations avec Taïwan. Et tout le monde s'est aligné sur la Chine avec des relations. Pareil pour Israël. Fallait-il avoir des réactions avec Israël, des relations avec Israël à côté de la Palestine? Il y a eu ce débat. Donc, la question russe n'est pas une question nouvelle. Aujourd'hui, il y a un conflit entre la Russie et l'Occident. Ça prend une tonalité nouvelle. Et il y a certains qui pensent qu'en allant avec la Russie, ils auront moins de problèmes qu'en étant avec leurs partenaires anciens. Il faut leur donner l'occasion de tenter ce que d'autres ont tenté avant. Ce n'est pas nouveau. Ils estiment que c'est de la liberté, mais ça a déjà existé en Afrique, d'avoir des relations avec l'Union soviétique contre les autres, et ça a déjà existé, ce n'est pas nouveau. Pour revenir à la question de la légitimité de ceux qui le font, ils ne sont même pas légitimes à être au pouvoir aujourd'hui. Donc tout ce qu'ils entreprennent n'est pas légitime. Maintenant, d'autres disent que la CEDEAO a été créée par des putschistes. Oui, avant, les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote. Avant, il y avait partout la peine de mort. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Hier, oui, des régimes militaires putschistes ont pu être tolérés. Ils ont été des facteurs de progrès, comme on le dit, au Ghana avec Rawlings ou autre. Ce n'est pas une raison pour que 20 ans, 50 ans après, la CEDEAO a été créée, vous vous souvenez, à combien d'années? Ce n'est pas une raison pour que 50 ans après, on vienne faire ce qui se faisait à l'époque. Quand il y a un problème d'un pays, on fait un coup d'État. Quand il y a quelque chose qui ne va pas net, on fait un coup d'État. Il ne faut pas continuer à faire le culte des putsch. Ce n'est pas bon, même pour les pays où il y a le putsch, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'instabilité. À tout moment, ça peut arriver dans ces pays, comme dans nos pays aussi, ça peut arriver. Nous ne sommes pas à l'abri. Les coups d'État peuvent arriver partout. Mais là où c'est déjà arrivé, ça peut toujours arriver. Parce que ça ne crée pas la stabilité durable. Aujourd'hui, le Ghana s'en est sorti, Dieu merci. Mais ce pays n'aimerait pas revivre cela. Puisque vous dites, Rawlings c'était bon, il a instauré la démocratie. Mais si c'était bon, pourquoi on ne continue pas sous les régimes comme Rawlings et militaires tout le temps? Pourquoi aujourd'hui, le Ghana est un pays démocratique qui veut plus de ce qui était bon avec Rawlings? Il faut qu'on arrête. Merci. Mais pour revenir à notre débat, je pense qu'on va conclure avec ça. Il y a le fait que tout récemment, le capitaine Traoré Burkina Faso a pointé du doigt la Côte d'Ivoire et le Bénin comme servant de base arrière pour la déstabilisation très bien, vous allez nous donner justement les preuves tout à l'heure, donc de son régime.
Et tout récemment, le Niger qui renchérit et qui estime également que depuis le Bénin, on cherche à déstabiliser son régime. Je parle précisément du général Abdourahmane Tchani, hein, pour être plus exact. Alors là, on accuse la Côte d'Ivoire, on accuse le Bénin, parce que ces pays-là donc collaborent avec la France, souverainement. Alors, vous parliez de factualité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir les preuves? Puisque jusqu'à présent, le capitaine Traoré n'a toujours pas apporté ses preuves. Vous en avez certainement, on les attend. Sur ce je n'ai pas les preuves de la déstabilisation. Vous dites que c'est factuel. Allons doucement. Je n'ai pas les preuves de la déstabilisation du Burkina ou du Mali à partir de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est que la Russie et les États-Unis sont deux puissances traditionnellement opposées depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elles ont tendance, à partir de la Seconde Guerre mondiale, à se combattre maintenant par petits pays interposés. Chaque fois que les États-Unis sont implantés dans les territoires, c'est que la Russie n'est pas loin. Et on a assisté à cela dans les pays arabes, au Proche-Orient, un peu partout. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, la Russie est venue s'implanter. On assiste maintenant, au niveau de la frontière, à l'implantation des États-Unis. Elles sont là-bas d'un point de vue géopolitique. Il est évident que les États-Unis, à partir de cette position-là, viennent espionner les positions de la Russie. C'est du renseignement que les États-Unis viennent faire à partir de cette position. Oui, c'est pourquoi je dis que je n'ai pas les preuves de la déstabilisation. Mais je sais que ces deux pays. Oui, c'est factuel parce que l'adversaire, pendant que la Russie est implantée, par exemple au Mali, au Burkina ou au Niger, en train de mener des actions pour soutenir ces pays-là, pour combattre, pour bouter le terrorisme, les États-Unis sont à côté en train de les espionner. Je pense que les actions, ces deux puissances-là, nous sommes tous unanimes et universels et qu'on doit bouter le terrorisme hors de la terre. Donc, à un certain niveau, au-delà même des querelles qui les opposent, ces puissances-là doivent à un moment donné conjuguer leurs efforts pour pouvoir juguler ces terroristes-là, ces phénomènes-là qui mènent la vie dure à toute la planète Terre. Donc, il ne faut pas venir se combattre dans une portion de terre où déjà des pays tiers se sont en train de faire mains et pieds pour assurer leur sécurisation. Très bien, Soro Djabiga. Si on veut suivre donc le raisonnement du confrère, on pourrait aussi dire que puisque de l'autre côté de la frontière, la Russie est présente, donc dans toute la bande sahélienne, alors le Burkina pourrait aussi servir de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Bénin. Est-ce que le contexte est si prêt? Mais le contexte est prêt quand on sait que la Côte d'Ivoire elle-même a été sujette à des attaques terroristes entre 2020 et 2021 notamment. Alors là, si on considère qu'à partir de votre thèse que parce que la Côte d'Ivoire peut-être a pris des bases militaires occidentales sur son territoire, si nous le sommes depuis 2020, on a eu donc des attaques à Kafolo jusqu'à comparé au pays de l'AES, justement la Côte d'Ivoire a su repousser le phénomène. Comparé au Mali, au Burkina, Niger, la Côte d'Ivoire a su repousser le phénomène contrairement aux autres qui n'ont pas su le faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui se positionne à un certain niveau tel que on arrive aujourd'hui fort de notre politique de sécurisation. Aujourd'hui, on arrive à anticiper sur les mouvements terroristes. Ok, fort notre politique de sécurisation avec nos partenaires. Donc, on n'a pas le même statut, on ne vit pas la même situation que ces pays-là. Avec la France, on a réussi à repousser l'ordre terroriste à l'intérieur de nos frontières. Avec la France, avec les États-Unis. C'est plutôt dans ces territoires que les États-Unis devaient s'implanter. Poursuivons pour dire que... Je rappelle à juste titre que les États-Unis... Les accusations contre la Côte d'Ivoire, Jean-Richard. Ils avaient l'un des plus grands camps de drones à Agadez. Ça n'a pas empêché l'évasion des terroristes. Mais aujourd'hui, ça s'est aggravé. Ils ont contribué... Jean-Richard Nguestan, les accusations contre la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on attend les preuves de Ibe Traoré qui tardent à venir après des semaines, on ne comprend toujours pas. On l'attend désespérément. Mais quand est-ce qu'on nous fournit les preuves de ce que la Côte d'Ivoire a déstabilisé le Burkina Faso? J'ai parlé dans la première partie de l'émission de diversion. Aujourd'hui, on a affaire à des régimes populistes qui veulent servir à leur population ce qu'elles ont envie d'entendre. Et l'idéologie qui est développée par l'AES, c'est panafricanisme, souverainisme, c'est anticolonialisme. Et ils estiment que la Côte d'Ivoire... Complotisme. Et ils estiment que la Côte d'Ivoire est une colonie en 2024 de la France. Ils estiment que alors que de l'autre côté, on prend tout à la Russie. Et ils estiment que... Parce que jusqu'à présent, on ne sait toujours pas sur quelle base Wagner collabore. Est-ce que vous avez les preuves pour corroborer ce que vous dites, monsieur? Poursuivez. Est-ce que vous avez les preuves? Poursuivez en quelques minutes. Et j'estime que ces différents chefs d'État essaient de servir plus ou moins aux différentes populations du populisme, en accusant bien évidemment la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est fait divers. On attend toujours les preuves.
Merci à vous de nous avoir suivis également. Devoir de vérité pour ce numéro, c'est terminé. On se dit au revoir et à très bientôt.